Bonjour à tous. En ce début d'année 2024, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année. En numérologie, si vous faites la somme des 4 chiffres de 2024, cela donne 8. Le nombre 8 symbolise la force matérielle, la réalisation, la concrétisation des projets. Ainsi, 2024, c'est un peu l'année où les graines semées en 2023 prennent forme dans la réalité. Et pour illustrer ce passage entre l'idée et comment elle se matérialise dans le concret, je vous propose, pour commencer l'année, une expérience. Une expérience qui consiste à vous faire goûter à la dimension spirituelle de la psychothérapie jungienne. C'est un pari risqué parce que la psychothérapie n'est pas un art conversationnel pratiqué en freestyle. Non, non, elle se fonde bien sur des concepts précis. Et pour autant, tout l'enjeu d'une psychothérapie jungienne, c'est d'accompagner la personne à l'éveil à sa vraie nature, de qui elle est vraiment, à la réalisation de son soi. Et cela s'opère au sein d'un processus d'individuation qui vise à ce que la personne retrouve sa qualité d'être individu et n'ait plus besoin de se définir en fonction de son appartenance à telle ou telle entité collective. Nous travaillons le dialogue, notamment, entre le conscient et l'inconscient, deux mondes qui se côtoient, l'un du domaine de la connaissance immédiate de soi, du sensoriel, de la perception, et l'autre du domaine de l'intuition et du symbole. Aujourd'hui, je vous propose une expérimentation qui consiste à vous faire ressentir ce passage entre les mondes. Pas entre le conscient et l'inconscient, ce serait un peu compliqué ici, mais deux mondes qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble, la psychologie et la numérologie. Je vais donc vous parler de numérologie et plus spécifiquement du nombre 8, parce que depuis le mois de novembre de l'année 2023 jusqu'au 31 octobre 2024, nous serons en année 8. Je ne suis pas sans savoir que le mot spirituel fait peur à certains. D'autres le voient comme un discours perché, complètement déconnecté de la réalité. Et pourtant, le spirituel, ce n'est pas de l'occulte. Ce n'est pas non plus les anges, les bisounours, la lumière et les petits oiseaux. Être spirituel, c'est avant toute chose se poser la question du sens. Qui sommes-nous et où allons-nous? Le sens, c'est ce pourquoi nous faisons les choses. Quel sens nous donnons à la vie, sans lequel il ne reste qu'une chronologie de faits et d'événements. Donc, s'interroger sur le sens, c'est prendre un instant et se poser la question. Qu'est-ce que je fais qui me rend heureux? Cette première question va enclencher un premier mouvement qui nous donne la direction pour atteindre le bonheur. Mais avant de se mettre en marche, il faut savoir d'où on part. Et pour ce faire, il faut se connaître. Ce qui va enclencher un second mouvement, celui du retour vers soi. Donc être spirituel, c'est tout simplement faire un pas de côté sur la condition humaine et se poser ces deux questions. Qui suis-je et quelle est la finalité de tout ce que je vis? En psychothérapie jungienne, cette question du sens, c'est ce qui oriente l'accompagnement. C'est la visée existentielle qui répond à la question du pourquoi, en deux mots. Vers quoi nous mène le chemin que nous prenons, les situations que nous rencontrons, les relations que nous faisons, les épreuves que nous traversons, tout en gardant à l'esprit que euh, même, même si la psychanalyse jungienne travaille un matériau du sens qui peut être emprunté à un vaste champ de connaissances, le travail s'enracinera toujours sur une base déontologique et théorique précise. Cet ancrage à la réalité est d'autant plus important qu'en psychothérapie, nous travaillons à lever les limitations qui bordent et donnent sens au monde psychique de l'individu. Nous, nous travaillons à remonter petit à petit l'échelle du sens, ce qui nous amène parfois à décloisonner la connaissance pour trouver des chemins transverses dans la constellation de son psychisme. Parce que, en fait, ce n'est pas tant comment nous comprenons le monde qui est important, mais
Mais comment nous tissons un maillage de sens qui s'enracine dans l'expérience sensible et qui, dans le même temps, ouvre un espace dans lequel la condition humaine peut s'expanser. Donc, ces deux dimensions du sens, l'ancrage et l'ouverture, sont importants dans, dans une psychothérapie jungienne, pour qui le processus d'individuation, pour que le processus d'individuation puisse se construire sur une structure à la fois souple et donc propice à la réactualisation du récit de l'individu, et aussi en même temps solide, qui permettent à l'individu de ne pas s'effondrer à chaque fois qu'un élément difficile arrive à sa conscience. Donc, si je parle de numérologie, tout en restant dans une obédience jungienne, je rentre dans un premier temps dans la dimension du comptage, dans ce qui se mesure, compare, quantifie le réel. Et j'utilise pour ce faire quelques éléments d'un langage formel qui appartient au champ des mathématiques. Selon Pythagore, le monde est construit sur le pouvoir des nombres. Dans un concept plus large, l'univers serait construit sur un modèle mathématique. Tout peut être exprimé en nombres, et chaque nombre correspond à une vibration universelle. Donc, ce langage commun emprunté aux mathématiques, c'est ce qui donne la reliance horizontale au discours, donc fondé sur des notions admises et relativement univoques. Lorsque j'introduis la notion de numérologie, je m'enracine dans une réalité mathématique qui sert de base pour construire une étude divinatoire basée sur les nombres. Donc, si les mathématiques permettent de construire le monde tel que nous le connaissons, la numérologie cartographie des expériences passées sur la base de, de la signification de chaque nombre et s'en sert pour donner sens au présent et une prédiction de l'avenir. Donc, c'est un domaine de connaissances qui nous éloigne un peu du domaine rationnel pour nous introduire à un champ des possibles non encore manifestés. C'est une démarche verticale de prise de hauteur qui repose sur des concepts univoques issus de l'expérience intuitive. Donc on retrouve ainsi les deux dimensions du discours correspondant aux deux versants de l'expérimentation du sens, à savoir l'expérimentation d'éléments issus du champ de la connaissance rationnelle, sensée, sensible, et l'expérimentation des symboles que contiennent ces mêmes éléments. Le 8 est un chiffre en mathématiques. En numérologie, il est un nombre vibratoire doté de ses propres symboles. En psychothérapie jungienne, nous travaillons à allier ces deux dimensions de l'expérience dans un calibrage propre à chaque individu. Donc, si on revient à notre expérimentation et à la numérologie du 8, on constatera que ce nombre lui aussi a deux versants. D'une part, c'est un nombre de la matérialité, de la capacité de réussite. C'est un nombre de la concrétisation dans la matière. Et en même temps, c'est la force. Le 8 couché, c'est le signe de l'infini. C'est le lemniscate. Donc une année en 8 nous fait vivre au diapason de la vibration du nombre 8. Là, vous allez me dire, non mais n'importe quoi, je me lève pas le matin en pensant au nombre 8. Peut-être pas consciemment, mais nous sommes tous agis, consciemment ou non, par des archétypes. Que veut dire archétype? Arché comme ancien et type comme une typologie de comportement qui a une référence universelle fondée sur un savoir inné, immémorial. Si je prends par exemple l'archétype de la justice, d'une culture à l'autre, tout le monde sait ce qu'est la justice. Et on se laisse tous agir à des degrés différents par cet archétype. Certains, il y a deux façons de se laisser agir ou d'agir avec cet archétype. Alors, il y en a trois, pardon. Certains vont s'y identifier. C'est le cas des personnes qui vont s'arroger le droit de se faire justice eux-mêmes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, des personnes vont vont rejeter l'archétype. Donc ces personnes, par exemple, vont vivre dans l'idée qu'il n'y a ni Dieu ni maître et n'auront aucun respect ni limite pour les lois ou pour autrui. Et enfin, dans la dernière catégorie, on va trouver des personnes qui vont intégrer sainement l'archétype de la justice. Cela peut parler, par exemple, des personnes qui ont une confiance et une conscience d'être dans un état de droit
de participer de façon citoyenne au processus d'élaboration des lois, en allant voter par exemple. Donc pour résumer, un archétype agit sur l'individu à des degrés différents selon la qualité de son intégration à la conscience de la personne. L'archétype constitue donc une référence universelle, connue d'une civilisation, d'une ethnie, d'une tribu, d'un groupe social, d'une famille, d'un individu à l'autre. Le 8 est-il aussi un archétype en ce qu'il comporte de symboles hérités depuis l'invention des nombres et leur injonction à d'autres domaines de connaissances, dont celle des religions et des sciences ésotériques. Nous sommes des êtres humains et nous héritons d'un patrimoine de savoir contenu dans l'inconscient collectif. Et c'est dans l'inconscient collectif où sont logés les archétypes. Et l'inconscient collectif se souvient de toutes les strates de signification et de sens symbolique du nombre 8, transmis depuis la nuit des temps. Ce symbolisme s'infuse depuis l'inconscient collectif à travers les couches d'héritage des groupes sociaux culturels dont nous sommes issus. Et cet archétype s'active selon des moments et des contextes particuliers. L'année 2024 active la vibration symbolique du nombre 8 à travers ce patrimoine propre à l'homme dont nous héritons à la naissance. Donc, en numérologie, à quoi peut-on s'attendre du nombre 8? Eh bien, en premier lieu, quand on regarde un nombre 8 dans le sens horizontal, ça fait déjà penser au signe de l'infini, je le disais tout à l'heure. Ça peut parler donc d'une attente qui se prolonge, qui est sans fin, F-I-N. Une année en 8 nous invite donc à redéfinir, à dompter la dimension du temps, à remettre du rythme, à poser des priorités sur l'axe concret. C'est une année qui nous invite à poser un regard lucide sur la réalité des choses et des relations, à constater ce qui est présent et ce qui est absent, les personnes qui sont auprès de nous et celles qui nous maintiennent dans l'attente ou dans le flou d'une relation. Les relations qui sont nourrissantes, enrichissantes, versus les relations dotées de promesses non tenues où la parole n'est pas alignée aux actes. Une année en 8 vous invite donc à faire le constat de situations ou de personnes qui vous maintiennent dans la faim, F-A-I-M, et d'en faire le deuil. C'est mettre fin à une toute-puissance extérieure subie, une attente qui se prolonge, un cadre sans bordure, un flou qui laisse place à des abus dans les relations. Souvent, avant de faire un travail sur eux-mêmes, qui les amène à mieux se connaître, beaucoup de personnes ont tendance à confondre bienveillance et complaisance. Elles s'enferment dans une représentation de ce que devraient être les choses, comment le monde doit fonctionner pour que cela ait une valeur socialement reconnue. Par exemple, il est bien, il est de bon augure d'être gentil, et c'est bien de se faire passer, et se faire passer en premier, c'est faire preuve d'égoïsme. C'est ce qu'on appelle une injonction, un raccourci de pensée fondé sur ce qui est perçu comme socialement acceptable. Et donc, en pensant faire preuve de bienveillance, certaines personnes vont accepter de faire des compromis qui ne sont pas justes pour elles, de donner à outrance, de se mettre dans des situations déséquilibrées, parce que derrière, il y a une autre valeur qui prend le relais, celle du sacrifice, et la valeur qu'on lui attribue dans une société judéo-chrétienne. Et on perçoit la nature sacrificielle au moment du réveil, lorsque la personne se rend compte du déséquilibre, et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que derrière l'acte désintéressé, il y a toujours une forme d'attente, celle d'être aimé, de ne pas être abandonné, parce qu'on est attentionné. Et quand on est attentionné, on se rend indispensable. Or, la vraie bienveillance, c'est de faire les choses sans attente, même celle d'être aimé. C'est donner de façon juste, de telle façon que si l'autre personne met fin à la relation du jour au lendemain, il n'y a pas de sentiment de dette, d'avoir trop donné, de s'être fait abuser. Donner dans la bienveillance, c'est donner dans sa justesse, dans les limites
de ce qui est pour nous acceptable. Et pour ressentir cette justesse, il faut s'appliquer à soi d'abord la valeur de bienveillance. C'est-à-dire, exemple, dire à une personne, oser dire à l'autre personne, par exemple, écoute, ça me fait plaisir de t'aider et souvent je suis là pour toi. Mais en ce moment, vois-tu, j'ai beaucoup de travail et je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Je ne pourrais donc pas venir t'aider à déménager. Et parce que si on y va quand même au déménagement alors qu'on est épuisé et qu'on n'en a pas envie, on va en vouloir à l'autre personne pour peu que celle-ci ne montre pas les signes de gratitude qu'on attend d'elle. En revanche, le jour où on y va, c'est qu'il y a vraiment l'énergie et l'envie d'y aller. Et on ne fait pas on ne fait pas peser sur l'autre personne une dette. Et là, la rencontre est équilibrée. Donc la bienveillance, c'est d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, de prendre la responsabilité de se choisir en premier. C'est là où se fait le passage entre les mondes. D'un côté, une intention noble, une valeur, et de l'autre, le fait de se l'approprier, de l'intégrer pour soi dans la vie de tous les jours. Choisir en étant à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de son émotionnel, revient à puiser dans le sens noble du concept et de l'habiter dans ses actes. Le passage entre ces deux mondes se fait dans l'expérimentation. Expérimenter une valeur en haut de l'échelle du sens, c'est la faire redescendre en soi, dans l'émotionnel, dans le ressenti de la justesse au niveau du cœur, qui est l'organe, la matière dont est faite notre boussole intérieure. Le nombre 8 nous invite à revenir dans l'éprouvé du cœur pour mieux jauger les situations et faire des choix dans la conscience de ces deux dimensions du sens. Cet ancrage à l'émotionnel nous permet de rester connectés aux signaux de la relation, sans lesquels nous agissons de façon unilatérale, sans égard pour ce que l'autre personne ressent. Rester au contact avec son émotionnel permet à l'une et l'autre partie d'être à l'écoute de ses besoins et ouvre un espace d'ajustement où la relation peut se co-construire autour de choix et de compromis mutuels. Donc l'acte de choisir va s'opérer sur l'axe vertical du 8. Le signe de l'infini du 8 va se redresser et va s'observer comme un sablier où s'égrènent les éléments dont il faut faire le tri. Au tarot, la carte de la justice porte-t-elle aussi le nombre 8. Donc, à la manière de l'épée de la justice, le nombre 8 va nous inviter à trancher, à se retirer de situations insatisfaisantes afin de faire place à des relations plus engagées, plus équilibrées. On sort de configurations qui ne nous conviennent plus pour retrouver une justice dans l'acte de se choisir, d'agir en justesse avec soi-même. Beaucoup de personnes se maintiennent dans des schémas souffrants en pensant que ces schémas se rétabliront d'eux-mêmes et que la justice, la justice divine par exemple, rétablira l'ordre des choses. En réalité, les choses ne se passent pas ainsi. Tant que ces personnes n'auront pas pris conscience qu'elles entretiennent elles-mêmes les schémas où elles sont enfermées, l'écosystème n'a pas de raison d'évoluer. Pourquoi changer si ça fonctionne? C'est le travail sur soi qui permet à la personne de prendre conscience des comportements dysfonctionnels qui la ramènent toujours dans les mêmes schémas. L'acte de se faire justice, ici, invite à poser un regard sur sa responsabilité quant aux événements qui lui arrivent afin de développer d'autres manières de réagir, afin de ne plus reproduire ces mêmes schémas. Et parce qu'elle n'agit plus de la même manière au sein de son écosystème, l'écosystème ne lui répondra plus de la même manière. Et c'est là que la justice, elle fait son œuvre. La justice qui fait son œuvre, ce n'est pas la foudre qui va s'abattre sur le malheureux qui a fauté. La justice qui fait son œuvre prend la forme d'un écosystème qui se réorganise de lui-même avec comme nouvel élément le nouvel état d'être de la personne. C'est ça qui donne une impulsion au changement
vers les sphères extérieures à la personne. Donc l'archétype du nombre 8 réinstaure une justice dont le prérequis est le redressement dans la verticalité du sujet responsable. Donc, en fait, au final, une année en 8 nous invite à revenir à notre essentiel. 8 est le nombre de la reconnaissance sociale, mais pas uniquement. Reconnaissance comme le fait de reconnaître qu'on existe, qu'on occupe une place légitime au sein de l'écosystème. Occuper un espace nécessite d'en définir les contours, autrement dit, savoir poser ses limites. Et poser ses limites préserve l'espace vital, irréductible en chacun, et, et sacrifiable sur, pas du tout sacrifiable sur l'autel d'aucune relation. Cet essentiel, il faut le chérir, il faut le nourrir au contact de situations et de personnes qui, elles aussi, satisfont aussi à la double condition des valeurs qu'elles incarnent, dans leurs actes et dans leurs paroles, et dans leurs actes. La vibration du nombre 8 en 2024 va agir à la façon d'une vague sur laquelle on peut surfer. Elle va être plus présente dans l'énergie qui soutient nos choix et nos comportements. Donc travailler avec le nombre 8 et avec les archétypes de façon générale permet de s'en servir comme catalyseur pour donner de l'amplitude au travail psychothérapeutique. Mais ce n'est en aucun cas une obligation. Ce podcast visait à vous sensibiliser à un aspect de la psychologie jungienne. Ici, la dimension archétypale du nombre 8 en numérologie. C'est une façon, parmi d'autres, de travailler en psychothérapie. Au final, ce n'est pas tant le matériau qui est important, mais comment il s'insère dans le processus d'évolution de la personne, s'articulant à la fois comme un élément porteur de sens et composant d'une structure en perpétuelle mutation. Tout le savoir engrangé depuis les temps immémoriaux constitue le socle de notre humanité dans sa version duale. Selon Pierre Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. De la même manière, notre perception de notre patrimoine de connaissances se divise en deux grands ordres. Celui du rationnel, issu de l'observation objectivée des phénomènes naturels mis en théorie, et la perception intuitive qui forge la connaissance spirituelle ésotérique. La condition humaine accueille ces deux dimensions de l'être et de l'existence. Tenter ce passage entre ces mondes était une façon pour moi d'honorer la visée existentielle de la psychologie jungienne. J'espère que cette expérience jungienne, cette balade, vous aura plu. Pour ma part, en ce début d'année 2024, en nombre 8, je vous souhaite de réaliser ce qui vous est essentiel et concourt à votre bien, et de vous entourer de personnes qui partagent la même envie d'être ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.